Donc, Frédéric Pierru, présentez-vous en... Rapidement, je suis un chercheur, juriste de formation, politiste de doctorat et sociologue de profession. Voilà. Et puis, j'expliquerai pourquoi je me suis investi dans ce débat radioactif, il faut le dire, un débat radioactif qui a coûté très cher à ceux qui s'y sont mêlés, mais il me semble que l'honneur d'une démocratie, quand on met sous cloche pendant 2 ans une société, c'est de faire un bilan, et notamment un bilan contradictoire de ce qui s'est passé. Or, des pays commencent à le faire officiellement, ils mettent en place des commissions parlementaires, il y a des débats au niveau judiciaire, etc. Bon. Et l'idée, c'est que ceux qui ont ouvert le débat en France sont désormais des parias, il faut le dire. On est des parias. On ne s'est pas concerté. Moi, Pierre, je ne le connais pas, je l'ai connu parce que je me suis entretenu avec lui. Mais on ne s'est pas concerté, on n'a pas comploté. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un petit cabinet secret, sombre, voilà. On est juste des scientifiques qui cherchons à comprendre, ou qui avons cherché à comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est notre rôle. Il me semble que c'est le rôle civique du chercheur. Ici, voilà, je suis chercheur. Je ne citerai pas mon institution parce que je parle en mon nom propre. Eh bien, je fais œuvre comme Pierre, comme d'autres, comme Laurent Mucchielli, etc. Je fais œuvre de discutons de ce qui s'est passé. Et peut-être qu'à la prochaine pandémie, on ne refera pas les mêmes erreurs. Pierre. Oui, alors moi je suis Pierre Chaillot, je suis statisticien. J'ai aussi le permis de conduire et le BAFA pour finir faire le tour de mes diplômes. Et en effet, moi j'ai utilisé les statistiques pour comprendre ce qui se passait, puisque c'est mon métier, et puis c'est aussi ce que je fais d'habitude pour comprendre les différents sujets. Je pars toujours de cet angle-là. Moi aussi, ce soir, je vais vous parler comme mon nom et dans le canon d'aucun institut à qui j'appartiens ou qui m'emploie. Instituts d'ailleurs qui ne sont pas cachés de dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi, mais comme la réciproque est vraie, il n'y a aucun problème. Donc il est vrai qu'on est des parias d'une certaine manière. Alors moi je suis un paria particulier puisque où que j'aille, quand on veut m'interdire de venir, il y a des gens pour dire Chaillot il est d'extrême droite. Parce qu'il aurait été vu en compagnie de quelqu'un d'extrême droite, tout ça. À ce sujet, j'ai des interventions publiques qui datent un peu mais qui sont trouvables. Mais ma seule appartenance qui est publique et que vous pouvez trouver, c'est que j'ai très activement participé à la campagne LFI de 2017. Voilà. Comme moi. Bon. Et aussi, j'ai été encarté à la CGT pendant extrêmement longtemps, où j'ai été délégué syndical. Voilà. Donc la CGT et LFI, c'est un beau panel d'extrême droititude. Il y a un moment où j'ai déchiré ma carte CGT, c'est exactement le moment dont on va parler ce soir. On va parler des soignants suspendus, et c'est à cette date-là exacte, et je vous expliquerai pourquoi au moment où on y sera. Très bien. Donc 2 interventions d'une demi-heure chacun, et après on pourra débattre. Je peux ajouter quelque chose? Non. Je vais le faire. Je sais, je suis d'extrême droite, mais j'ai quand même été l'orateur national santé de Jean-Luc Mélenchon en 2017, et c'est moi l'auteur, le co-auteur avec un haut fonctionnaire. J'ai été le co-auteur du livret santé de LFI. Donc là aussi, c'est un brevet d'extrême droititude. On ne s'est pas croisé, mais moi j'ai essayé de contribuer à la partie économie. Si j'ai une chaîne qui s'appelle Décoder l'éco, éco c'est pour économie, vous pouvez regarder ce que je dis sur les retraites, sur la dette, sur le PIB, tout ça, c'était quand même le dada avant, et puis vous pouvez juger de mon extrême droititude qui est encore sur le net aujourd'hui. Donc ensuite, juste quand vous partez, vous avez une petite caisse qui nous permet de prendre en charge les frais des intervenants et des organisations. Donc si vous pouvez déposer votre participation, ce sera la bienvenue. Merci. Pour précision, du coup, tout ce que j'ai fait pendant les 3 années où j'ai écrit une centaine d'articles que j'ai diffusés gratuitement auprès de la presse libre, une centaine de vidéos et qui ont fini par donner le livre, du coup, je l'ai fait uniquement en mon nom, sans aucune pression ni appartenance, et je l'ai fait de manière gratuite, sans être rémunéré. Et le livre que vous voyez ici,
qui condense 3 ans de travail à peu près. La totalité des droits d'auteur sont pour une association qui s'appelle Où est mon cycle, qui sont des femmes qui ont des problèmes d'aménorrhée depuis qu'elles se sont fait vacciner. Donc c'est pas pour moi. Donc tout ce que je vous dis, je vous le dis de manière libre, et j'ai pas d'intérêt financier à vous le dire, de la même manière que pour ce livre-là, qui sont à votre disposition au prix de 10 €, je crois. C'est pas pour moi non plus. Et donc les soignants suspendus, ma présentation, je l'ai appelée une honte à assumer, parce qu'il y a vraiment, à mon sens, il y a un abcès à crever. Il faut qu'on parle de la situation, et de la situation exceptionnelle qui a été mise en place des soignants suspendus. Comment ça, bip bip? Voilà. Donc en 3 parties, si j'ai le temps, on va commencer par démystifier la crise pour arrêter de psychoter sur ce qu'on a vécu et on va repartir des chiffres, tout simplement. On va parler de la loi de suspension qui est inhumaine, dans tous les sens du terme, et même au sens légal. Ça, je te laisserai peut-être plus en dire que moi, je vais juste passer dessus. Et puis, comment est-ce qu'on a pris la science en otage pour faire croire qu'il était nécessaire de vacciner les soignants? Parce que bon, je ne vais pas parler du vaccin, des effets indésirables, ce n'est pas le sujet de ce soir. En revanche, je vais quand même parler des arguments qui ont été amenés, puisque les soignants étaient suspendus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Donc bon, même si je ne vais pas vous parler trop du vaccin, je suis bien obligé d'en parler un tout petit peu quand même, sur la partie uniquement statistique. Tout d'abord, il faut faire un bilan à froid de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, il y a eu une période de crise où tout le monde avait peur, machin, maintenant c'est passé, on reprend les chiffres, on se calme et on regarde ce qui s'est passé. Y a-t-il eu une hécatombe en France, comme cela a été dit ces dernières années? Bon, ici, sur ce graphique-là, j'ai représenté les décès annuels de France métropolitaine, qui sont des petites barres, donc voilà, tous les ans, le nombre de décès qu'il y a en France métropolitaine. En France, il décède entre 500 et 600 000 personnes tous les ans. C'est le score de la France. 2 choses. J'ai mis 2 couleurs. J'ai mis une couleur foncée et une couleur claire. En foncé, ce sont les décès des plus de 65 ans en France. Et en clair, les décès des moins de 65 ans. Bon, en France, il y a beaucoup plus de personnes qui ont moins de 65 ans que de personnes qui ont plus de 65 ans. Pourtant, du côté des décès, c'est quand même beaucoup plus les personnes de plus de 65 ans qui meurent. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La vie est ainsi faite qu'au début on est, et c'est plutôt vers la fin qu'on meurt. Et cette fin, plus c'est tard et mieux c'est. Ce qui fait que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir un pays sur lequel c'est surtout des personnes plus âgées qui décèdent plutôt que des jeunes. Bon. Concernant la crise sanitaire que nous avons vécue et prétendue hécatombe, l'année 2020 se trouve ici. Voilà. Commençons par la couleur claire. Du côté des moins de 65 ans, vous pouvez voir qu'il ne s'est rigoureusement rien passé. D'aucune sorte. Ce qui fait que, quel que soit le discours ou le point de vue des personnes qui parlent, jamais aucune personne, un tant soit peu sérieuse, ne peut prétendre qu'il se soit passé quelque chose de sanitaire pour les moins de 65 ans ces dernières années. Ça n'est pas possible. On ne peut pas dire ça. Les moins de 65 ans, c'est quand même plus de 80% de la population française. Donc de toute façon, il ne s'est rien passé de visible pour au moins 80% de la population française. Tout ce que nous avons vécu, de toute façon, ne concernait pas 80% des gens. Du côté des plus de 65 ans, on a quand même vu une hausse des décès en 2020. Forte, et où on a des grands instituts publics qui ont dit 2020 c'est l'année de l'hécatombe mondiale Covid, le virus qui a ravagé l'humanité, parce que l'année 2020 c'est le record du nombre de décès jamais enregistrés en France. Cette phrase est absolument exacte. Quand arrive 2020, c'est le record absolu du nombre de décès jamais enregistrés. Le record précédent avait été établi en 2019, le record précédent en 2018, le record précédent en 2017, le record précédent en 2016, etc. Ce qui signifie que tous les ans, quasiment, on bat le record du nombre de décès. Et pourquoi est-ce qu'on bat le nombre de records de décès tous les ans, quasiment? Quels sont les 2 paramètres qui vont faire qu'il y a un certain nombre de décès dans un pays? Il y a 2 paramètres principaux. Et l'âge, oui, mais le premier, c'est pas ça. La taille de la population. S'il y a 30 fois plus de décès en Allemagne qu'au Liechtenstein, c'est pas parce que l'Allemagne c'est 30 fois plus dangereux, c'est juste qu'ils sont 30 fois plus nombreux. Bon. Et si dans un EHPAD de 200 résidents, il y a plus de décès que dans une crèche de 200 gamins, c'est pas parce qu'un EHPAD c'est dangereux qu'une crèche c'est sûr, c'est juste parce que dans un EHPAD il y a des personnes âgées. Et que plus on est âgé, et bien plus la probabilité de décès est grande. Et encore une fois, c'est une bonne nouvelle.
que ça se passe comme ça. Et du coup, si on veut comparer ces années entre elles, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas le même nombre de gens en France, et il n'y a pas non plus les mêmes âges. La France, la population augmente et vieillit. Je dois donc faire un calcul pour me débrouiller, pour neutraliser ces deux paramètres. Ce calcul, il est connu. Il s'appelle, par exemple, le taux de mortalité standardisé par âge, qui est le calcul officiel reconnu par Eurostat, par Stat Canada, par l'OMS. L'OMS dit qu'il faut faire ça. Enfin, ils ont dit qu'il fallait faire ça jusqu'en 2020. À partir de 2020, on ne pouvait plus le faire. Bon. Comme moi je suis statisticien, je fais les mêmes calculs que d'habitude. Ça, ce sont les chiffres Eurostat. Je calcule le taux de mortalité standardisé par âge pour savoir s'il y avait eu la même population aux mêmes âges tout le temps, partout. J'ai pris l'année 2020 de référence, hein, donc partout où je mets la même population au même âge que 2020, il serait mort combien de personnes? C'est ça. Voici l'année 2020, relativement aux années précédentes. Si je corrige de la population et de l'âge. L'année 2020, quand on arrive, ça c'est, même si j'arrondis mieux, parce que là c'est des tranches d'âge de 5 ans, mais bref, on se trouve que l'année 2020, en fait, il est mort le même nombre de personnes en proportion qu'en 2015. Voilà. Y a-t-il eu une guerre mondiale en 2015? Y a-t-il eu une crise sanitaire d'ampleur qui a fait se fermer le monde? Non. 2020, c'est la 6e année la moins mortelle de toute l'histoire de France. Je vais la répéter parce qu'elle est bien. 2020, c'est la 6e année la moins mortelle de toute l'histoire de France. On n'est quasiment jamais autant peu morts qu'en 2020. Voilà ce que nous donne la mortalité. Je peux regarder pour tous les pays européens ce qui se passe. J'ai mis une couleur, parce que je ne vais pas vous faire un graphique par pays européen, mais je l'ai fait. Ça, c'est tous les pays européens qui ont des données. Et j'ai mis une couleur selon comment se trouve l'année 2020 par rapport aux autres années. Et bien, quand 2020 arrive, il y a des pays intéressants, par exemple, comme le Danemark, comme la Norvège, comme l'Islande, pour lesquels 2020, c'est tout simplement l'année la moins mortelle de toute leur histoire. L'année de la grande pandémie qui a ravagé l'humanité, c'est l'année la moins mortelle de toute leur histoire. Il y a l'Allemagne, il y a la Finlande, il y a l'Estonie, par exemple, pour lesquels l'année 2020, c'est la 2e année la moins mortelle de toute leur histoire. Il y a les pays comme la France et plein d'autres autour, là, pour lesquels l'année 2020, c'est dans la moyenne de la décennie, donc il ne s'est rien passé. Et les pires pays, hein, les pays les plus foncés, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, bien pour eux, l'année 2020, c'est la 10e année la moins mortelle de toute leur histoire. Tout simplement. Et il n'y a pas... vous voyez que cette carte-là, il y a des couleurs partout, donc il n'y a même pas, on va dire, de correspondance géographique, ni de choses qui ressortent, donc c'est du hasard. Autrement dit, du point de vue de la mortalité, il ne s'est rien passé en Europe. Vous pouvez prendre d'autres stats, d'autres pays. Par exemple, il y a un pays petit, pas très connu, qui s'appelle la Chine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce pays. 2020, pour la Chine, c'est un record de sous-mortalité. Mais l'année 2021, après, c'est remonté. Et on n'en parlera pas ce soir. Après, en France, sur l'année, il ne s'est rien passé. Il y a quand même une période où il y a eu plus de morts que d'habitude. Ça a fait des choux gras. Cette période, ça a été ce qui a été appelé le premier confinement, ou la prétendue, j'insiste sur le terme, première vague Covid. Parce qu'il faut étudier ce qui s'est passé entièrement. Donc ici, ça c'est la France. Ici, c'est le nombre de décès qu'on a en France toutes les semaines, donc depuis 2013. Donc vous voyez que ça varie. Hein. L'été, il y a moins de décès, et l'hiver, il y a plus de décès. Ces variations, donc j'ai mis des tranches d'âge. En bas, c'est les jeunes, il n'y a pas de variation. Hein. Les jeunes, moins de 65 ans, décèdent toute l'année de manière à peu près uniforme. Plutôt des accidents d'ailleurs. Mais chez les personnes âgées, il y a des vrais pics de décès tous les hivers. On voit très bien. Et ça, c'est très connu. Alors, il y a aussi des petits pics de décès quand il y a des canicules chez les personnes âgées. Donc ça, c'est vraiment très régulier. Et c'est très connu. Et là, en mars-avril 2020, pendant le premier confinement, j'ai mis le confinement en jaune en France, il y a bien eu un pic de décès assez grand, où on a atteint un nombre de décès hebdomadaires qui a été plus élevé que les années précédentes. Il faut dire que l'hiver avait été assez doux alors. Mais bon. Donc là, il y a bien un pic de décès. Ce pic de décès, sur l'année, il ne représente pas grand monde, parce que c'est très fin, même si ça monte très haut. Ce qui fait qu'au final, si on fait la somme sur l'année, il n'y a pas grand-chose. Mais quand même, il est existant. Alors, il faut quand même comparer ça. On vous dit, oui, mais il y a un virus mortel qui a circulé en France, on a confiné les gens pour les sauver. Voilà, c'est ça le narratif qui a été donné. Donc on a un pays qui est intéressant à voir, qui est l'Allemagne. À côté, hein. Et c'est sur la même période, l'Allemagne n'a pas confiné. Et il ne se passe rien.
Donc c'est intéressant, un virus qui circule, qu'on arrête grâce au confinement et qui s'arrête aux frontières de l'Allemagne. On en retient un résultat scientifique extrêmement crédible, à savoir que le virus du Covid, il adore le vin rouge et la baguette et il n'aime pas la bière à la choucroute. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une incohérence géographique. L'histoire du virus qui circule, qui s'arrête aux frontières, c'est comme le nuage de Tchernobyl, c'est pas ça qui s'est passé. Donc il va falloir creuser un peu. D'un point de vue géographique, j'ai mis en rouge tous les pays qui ont un excès de mortalité en mars-avril 2020 pendant la dite première vague. On vous dit c'était mondial. Mais il n'y a que les pays en rouge qui ont quelque chose de visible. Tous les pays en vert, on voit rien. Il ne s'est rien passé. Et encore une fois, il n'y a pas de correspondance géographique. Bon, le Portugal qui est entouré de rouge, ici, tout seul. On a la Suède qui confine ses personnes âgées dans les EHPAD. Il faudrait en parler en détail. Et du coup, qu'il y a des morts, alors retour, rien. Donc toute l'histoire qui a été racontée sur le virus qui se répand, machin international, ça ne tient pas la route. Il n'y a pas la moindre statistique qui est cohérente à ce sujet. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Je peux même je descends plus finement en France. Ici, vous avez encore les morts, cette fois-ci c'est tous les jours. Donc là, c'est un peu comme un encéphalogramme, quoi. Et on a un pic, on ne voit pas très bien, de décès pendant le premier confinement sur tous les départements d'Île-de-France. Donc il se voit très bien. Je prends les départements de Nouvelle-Aquitaine, voilà, il y en a 12, rien. Il n'y a pas la moindre trace, il ne s'est rien passé. Si je fais une carte française de ceux qui ont un pic de mortalité, voici les seuls départements qui ont un pic de mortalité. Il n'y a que l'Île-de-France, le département du Rhône tout seul, en Alsace-Lorraine et le Nord. Tout le reste de la France, il ne s'est rien passé du tout. Encore une fois, on a un virus qui s'arrêterait aux frontières des départements, c'est intéressant. Donc tout le narratif ne tient pas la route. La courbe des morts français qui est haute là pendant le premier confinement, c'est pas du tout des morts français. C'est que les morts d'Île-de-France, du Nord, du Rhône et d'Alsace-Lorraine. Et c'est les seuls qui ont fait ce pic-là. Dans les autres, il ne s'est rien passé. Deuxième narratif qu'il faut tomber, c'est la croyance qu'il y a eu une saturation hospitalière. Ça, c'est faux. Et pour moi, ça a été une surprise parce que j'en étais persuadé que c'était vrai. Donc je suis le premier à avoir été surpris du résultat donné grâce au rapport sorti fin 2021 de l'ATIH, qui nous montre que le poids des patients Covid dans l'activité hospitalière en 2020, ça a été 2%. Donc on vous fait croire que les hôpitaux sont saturés pour 2% des gens qui sont là. Ça ne tient pas la route. On ne peut pas dire l'hôpital est saturé à cause de 2% des gens, c'est les 98 qui restent qui font quelque chose. On peut aller plus loin. On peut comprendre ce qui s'est réellement passé. D'où est venu ce bordel? Parce que vraiment, c'est un terme un peu péjoratif, mais il est très en dessous de ce qui a été fait. En février 2020, il a été décidé de mettre en place le plan Orsan-REB, qui avait été écrit pour l'occasion justement en 2019. Ouais, la pandémie Covid-19 qui démarre en 2020, c'est un alignement des planètes qui est assez exceptionnel. Bon, c'est pas celui de ce soir. Le plan Orsan-REB, il a dit quoi? Il a dit, contrairement à la doctrine d'avant, elle avait été écrite après la pseudo-pandémie H1N1, pour laquelle les gens n'ont pas eu peur. En fait, on a dit qu'il y aurait une grippe qui allait détruire, ravager l'humanité. Enfin, c'est Ferguson qui avait annoncé ça, qui a été repris par Antoine Flahault, par exemple, les mêmes qu'on a eu 10 ans après, qui annonçaient les mêmes choses. Bon, bref. En 2009, ils ont dit ça. Et puis, quand les gens, l'hiver, ils ont eu les mêmes symptômes hivernaux que d'habitude, ils ont été voir leur médecin traitant. Chaque médecin traitant traite ses patients comme lui le décide. D'ailleurs, tous les médecins traitants font différemment, et même souvent différemment pour chaque patient. Bref, c'est la liberté médicale en théorie. Et du coup, les gens, ils n'ont pas eu peur, et il s'est rien passé. Voilà. Et du coup, après, il y a eu un bilan pour dire qu'est-ce qui a fait qu'on s'en est bien sorti. Et le bilan, c'était d'écrire un plan Orsan, qui était leur plan Orsan Epivac, en disant le mieux, c'est que quand il y a une pandémie, c'est que les gens ils aillent voir leur médecin traitant, et que le médecin traitant les traite comme ils souhaitent, et puis que quand il y a vraiment des cas graves, ils peuvent aller à l'hôpital. Point. Ça, c'est l'ancien plan Epivac. Le plan Orsan-REB de 2019, il dit non, ça c'est des conneries. Ce qu'il faut faire quand il y a une pandémie, surtout, la première chose qu'on va faire, c'est on va interdire aux médecins de soigner. Voilà. C'est comme ça qu'on gère l'épidémie. Les gens n'auront plus le droit d'avoir de médecin, ni le droit d'aller à l'hôpital, et il y aura seulement quelques établissements habilités qui pourront recevoir les malades de la nouvelle pandémie. Ces établissements habilités, les voici.
Ils sont au nombre de 38, seulement 32 d'ailleurs en France métropolitaine, ou 33 pardon, en France métropolitaine, le reste en outre-mer. Et donc, quand est déclenché le plan SANREB en février 2020, que se passe-t-il? On dit à tous les Français, surtout, vous avez les symptômes du Covid, vous n'allez pas voir votre médecin traitant, vous n'allez pas non plus à l'hôpital, vous pourrez seulement aller dans l'un de ces 33 hôpitaux. Alors, comment on reconnaît le Covid? On peut avoir de la toux, de la fièvre, le nez qui coule, des maux de tête, des vertiges, une fatigue intense, des maux de ventre, de la diarrhée, des nausées, donc n'importe quel symptôme. C'est-à-dire que la totalité des patients français qui allaient voir leur médecin traitant et qui pouvaient se rendre dans les 1500 hôpitaux français disponibles, sans même compter les cliniques, se sont retrouvés interdits de tout soin et tous envoyés dans l'un de ces 33 hôpitaux. On a donc créé de manière artificielle le plus gigantesque entonnoir à malades jamais enregistré. Donc oui, on a créé du bazar avec ça. Et ces 33-là, en tout cas les services de ces 33-là ont saturé en une semaine, ce qui est normal pour les pathologies de d'habitude, appelées Covid maintenant. Et ce qui fait qu'on est passé au plan niveau 2 après fin février, qui autorise 101 hôpitaux à recevoir des patients. Ceux-là, ils ont tenu 15 jours avant de saturer de manière normale, et ce n'est qu'après que tous les hôpitaux ont pu recevoir des patients en déclenchant le plan blanc maximal. Plan blanc maximal qui a eu des effets. Sur ce graphique, on voit le nombre de séjours à l'hôpital qu'il y a eu pendant l'année 2020. Donc vous pouvez voir que ça, les colonnes, c'est le nombre de séjours. Donc vous pouvez voir que l'année 2020, qui est une année, on va dire, assez tranquille, démarre par une occupation hospitalière de d'habitude. Et à partir du moment où on commence à déclencher le plan SANREB, puis le plan blanc maximal, la fréquentation hospitalière s'effondre, ce qui fait qu'en avril 2020, les hôpitaux sont vides à 50%. C'est ce qui sort aussi dans l'Air Files en ce moment. Et ce qu'on sait, nous, depuis 2021, les hôpitaux étaient vides. Donc pendant qu'il y avait des caméras pour vous expliquer la saturation hospitalière, c'est faux, il y avait un lit sur deux qui était vide. La courbe orange, c'est la part de patients Covid à l'intérieur. Donc on a vu, c'était 2% sur l'année. Le pic qu'on a eu, c'est on est monté à 7% de patients Covid. C'est vraiment le maximum qu'il y a eu. Donc en avril, sur 100 lits, vous en aviez 50 qui étaient vides, et sur les 50 qui étaient pleins, il n'y en avait que 3 sur lesquels on avait mis une étiquette Covid. Et on vous dit que c'est eux qui saturent l'hôpital. C'est ça le narratif qui a été construit. Et qu'avec les statistiques, on fait tomber, mais immédiatement, tout est faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun service qui n'a jamais été plein. Si, les premiers, les 33, qui ont reçu tous les malades de France, eux, oui, ils étaient pleins. Donc c'était facile de faire peur aux gens. Mais l'état français d'hôpital, c'est ça. Des hôpitaux vides. Donc il n'y a eu aucune raison de paniquer, mis à part une création, je ne sais pas comment le dire d'autre, médiatique et politique sur la situation. Que s'est-il passé? Donc on va parler de la loi du 5 août, message de 2021, donc qui organise la suspension des soignants qui refusent de se vacciner. Et de ceux que j'ai rencontrés savent, ceux qui étaient dans les hôpitaux et qui ont vu les hôpitaux vides, savaient qu'on se foutait d'eux. Et qu'ils avaient été vides et qu'il n'y avait pas eu de saturation hospitalière, mais au contraire, qu'ils avaient soigné personne, et dans les cliniques, je n'en parle même pas. Donc tous ceux qui ont été soumis à l'obligation vaccinale, il y a tout cela, donc il n'y a pas que les gens dans les hôpitaux, il y a toutes les personnels de santé, même les personnels techniques de santé ont été obligés, même les informaticiens, enfin bref, ils ont été assez loin, donc ça regroupe énormément de monde qui s'est retrouvé mis à la porte, ou plutôt suspendu, donc entre deux mondes, comme le dit Fabien Moine dans son film, c'est-à-dire pas le droit de faire autre chose et donc devoir rester suspendu en l'air sans aucun revenu possible. Donc là, je vous mets la Déclaration universelle des droits de l'homme et je vous laisserai la relire. Enfin, c'est complètement inhumain et on n'a pas le droit de faire ça. C'est écrit dedans. Donc on a piétiné la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, je vous remets l'article 23, je ne sais pas si tu en parleras, mais bref, toute personne a droit au travail, libre choix de son travail, etc. Enfin, ça ne va pas, c'est pas possible. Jamais aucune instance ne peut laisser passer une loi comme une loi pareille. Ni la CEDH, ni par exemple aucun syndicat. Voilà. Je vous ai dit que j'avais déchiré ma carte de la CGT, c'est à cette date-là. Et là, je vous mets deux copies d'écran. CGT Santé Action Sociale, CFDT Santé Sociaux. Ça, c'est la copie d'écran de leur page 1, le jour où il y a eu le débat en 2022 pour savoir s'il fallait les réhabiliter.
il n'y a pas le moindre, et c'est juste avant les élections de la fonction publique hospitalière, il n'y a pas la moindre mention des soignants suspendus. Du coup, ça doit faire 1 an à peu près qu'ils ont des agents sans salaire. Certains sont adhérents chez eux d'ailleurs. Il n'y en a pas une ligne. Donc quand je vous dis qu'il faut crever l'abcès, il y a des choses à faire. Donc moi, c'est à cette date. Et tant que la CFDT ou la CGT ne reconnaîtra pas le mal qui a été fait à cette époque-là, j'en prendrai pas ma carte. Il faut crever l'abcès. Et comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et donc c'est quand même 130 000 soignants qui n'avaient aucune dose le jour de l'application vaccinale et qui sont trouvés suspendus. 130 000. On est très loin des 15 000 qui ont été annoncés après par les gouvernements. C'est 130 000 qui ont refusé. Donc ces 130 000, ça a diminué en octobre 2021. Pourquoi? Il y a certains qui se sont fait reclasser dans d'autres administrations, du coup. Il y en a certains qui ont démissionné, évidemment. Il y en a un certain nombre qui ont fait une fausse vaccination. Bon, d'ailleurs, dès initialement, les fausses vaccinations, le nombre qu'il y en a, c'est hallucinant. Hein. Bref. Il y en a certains qui sont mis en disponibilité, ça c'est possible. Il y en a plein qui sont partis en arrêt maladie, en retraite, en décharge syndicale, il y en a quelques-uns dans les syndicats locaux, et aussi du suicide. Bon. Licenciement. Le licenciement, c'est possible, mais en France, pas beaucoup, sur le total. Vous êtes probablement un exemple. Et il y a aussi, il y a des gens qui sont fait vacciner pour de vrai aussi, ensuite, pour refaire le système. Mais du coup, ce qui fait que le flou a toujours été entretenu sur le nombre de personnels suspendus, parce que toutes ces cases-là ne comptaient pas dans les personnels suspendus. Ça comptait plus. Donc ils n'ont jamais annoncé 130 000, ils annonçaient toujours 130 000, moins tout ça. Et puis ils scindaient, etc., de façon à jamais annoncer. Une dernière partie quand même, parce qu'il faut quand même reparler des raisons qui ont été données pour dire qu'il fallait mettre en place une obligation vaccinale pour les soignants. Et ça, j'appelle ça la science en otage, c'est-à-dire que les arguments qui ont été donnés sont juste faux, en tout cas d'un point de vue statistique, ce que je peux vérifier et ce qui est public. Donc là, ça c'est tout un texte, voilà, ça c'était Braun, je crois, qui disait, ce texte que vous proposez, c'était pour enlever l'obligation vaccinale, c'est en 2022. Cette vaccination obligatoire pourtant fait chuter drastiquement la contamination des soignants par cette maladie. L'éthique du personnel soignant, c'est de prendre soin, et prendre soin suppose d'éviter de transmettre des maladies. Ça c'est très drôle, hein, surtout que après quand on a interviewé aussi au Parlement européen, donc elle c'est la responsable de Pfizer, bonjour, vous avez testé le principe de contamination avec vos vaccins? Non, personne n'a jamais fait ça. Ah tiens, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a tout un appareil politique qui se met en place pour faire des promesses que le fabricant ne fait pas. C'est pas la seule promesse. Mais je voulais vous donner cet exemple-là concret parce que les gens le connaissent. C'est-à-dire que pendant toute cette période, le politique, le média, est passé au-dessus, même du fabricant qui pourtant est là pour vendre sa cam, pour faire des trucs, dire des trucs que c'était bien alors que même eux n'avaient pas promis. Enfin, je sais pas si vous voyez le raisonnement, mais c'est-à-dire qu'ils ont eu des VRP sans qu'on leur ait demandé. Donc elle était surprise. Mais on n'a jamais dit ça, nous. Ah oui. Alors, le cas théorique. Normalement, voilà, vous avez pour vendre les vaccins, là, vous avez un pathogène qui est identifié, qui donne une maladie spécifique et qui se propage. Donc dans le cas qui nous intéresse, on a dit qu'il y avait le SARS-CoV-2 qui donnait le Covid-19 et qui se propageait par un principe de contamination interhumaine. C'est ça le narratif. En statistique, qu'est-ce qu'on a? On a les tests PCR qui sont censés détecter le SARS-CoV-2 et les symptômes qui représentent le Covid-19. Mais on a vécu une période intéressante où on a nié l'existence des symptômes. Normalement, une maladie, c'est ça. Ça, c'est une maladie. On a quelqu'un qui est malade, qui se mouche, peu importe, qui a des symptômes. Tout ce qu'on a fait dans cette période, c'est qu'on s'est mis à comptabiliser statistiquement quelque chose qui s'appelle les tests Covid-19. Et ça n'existait plus. Et c'est un problème. C'est un problème de nier la réalité. Je vais prendre un exemple que vous connaissez tous, je pense, qui s'appelle le test de grossesse. Bon, tout le monde connaît le test de grossesse. Une femme fait pipi sur un test de grossesse, et puis s'il y a un petit bâton qui apparaît, ça veut dire qu'elle est enceinte. Ça compte certaines choses qu'il y a dans l'urine, si vous voulez, en proportion, et ça permet de savoir si on est enceinte ou pas. Ce test, c'est un test. La réalité, c'est le fait d'être enceinte. D'accord? Ce test n'est pas parfait. Par exemple, si vous prenez tous les petits garçons européens de 9 ans qui doivent être 5 millions, vous devez faire tous pipi sur un test de grossesse, ben vous allez vous retrouver avec des tests positifs. Vous faites quoi d'un petit garçon de 9 ans qui a un test de grossesse positif? Vous lui faites démarrer un suivi de grossesse?
de grossesse asymptomatique, évidemment. La réalité, c'est d'être enceinte. C'est pas le test. C'est d'ailleurs même comme ça qu'on peut mesurer si un test est fiable. Vous prenez 10 000 femmes enceintes pour leur faire pipi sur un test de grossesse. Si le test est négatif, c'est le test qui a tort. Vous n'avez pas viré une femme enceinte en disant t'es pas enceinte, c'est elle qui l'a dit. D'accord ? Ça permet de calculer la sensibilité du test. Inversement, vous prenez tout un tas de petits garçons, de femmes pas enceintes qui voulaient faire pipi sur un test. Si le test dit positif alors qu'elle n'est pas enceinte, c'est le test qui a tort. Ça permet de calculer la spécificité du test. C'est les deux critères de fiabilité. Le fait d'être enceinte, ça s'appelle un gold standard. Ça permet de se référer à quelque chose de réel pour déterminer si le test est fiable. Dans le cadre du Covid-19, quel est le gold standard? Qu'est-ce qui permet de déterminer si on a le Covid-19? Eh bien, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques. Ce qui fait que le test, c'est un test sans référence, qui ne sert du coup à rien d'un point de vue scientifique, et donc on s'est mis à dire que c'était le test qui était le gold standard. Mais c'est une erreur de raisonnement complète. Ça ne va pas. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux malades asymptomatiques. Bon, on peut même savoir ce qu'ils valent. Vous allez sur le site du ministère de la Santé et vous regardez les résultats des tests qui ont été obtenus en fonction du fait des gens qui étaient malades ou pas. C'est ce tableau-là, c'est directement le ministère de la Santé. Donc, quand vous faites un test, vous avez 4 possibilités. Vous pouvez avoir un test positif et avoir des symptômes, avoir un test positif mais être en parfaite santé, avoir un test négatif mais avoir des symptômes quand même, ou avoir un test négatif et ne pas avoir de symptômes du tout. Sur l'année 2021, il se passe quelque chose d'assez intéressant. C'est que vous allez faire votre test. Vous vous retrouvez avec un test positif du Covid. Que va-t-il vous arriver? Rassurez-vous, dans la majorité des cas, vous êtes en parfaite santé. On a donc un test Covid qui est positif quand vous êtes en parfaite santé. Et pas quand vous êtes malade. Inversement, donc là c'est ce qu'on voit sur les deux, inversement, vous avez des symptômes. Vous voulez faire un test pour savoir si vous êtes malade. Donc vous avez des symptômes, vous n'êtes pas bien, vous faites votre test. Dans la majorité des cas, votre test est négatif. Les tests Covid, quand vous êtes positif, c'est que vous êtes en bonne santé, et quand vous êtes malade, il est négatif. On a donc un test qui marche à l'envers. C'est ce qu'on appelle une escroquerie. Mais complète, hein. Il n'y a pas le moindre sens. Les tests sont une escroquerie. De base, parce qu'il n'y a pas de référence, et quand on regarde les résultats, c'est une escroquerie. Et c'est public, hein. Il s'est d'ailleurs passé quelque chose d'intéressant, pour comprendre bien ce qui s'est passé. Ici, ce sont les statistiques des grippes, comptées par le réseau Sentinelle tous les ans, donc réseau de médecins qui compte les maladies, et qui fait remonter. Et vous voyez que tous les ans, tous les hivers, il y a des épidémies de choses qu'on appelle grippe. Bon, en mars 2020, Sentinelle dit c'est une connerie, les grippes, ça n'existe pas. Maintenant, on va plutôt compter les infections respiratoires aiguës. Voilà. On a une infection respiratoire aiguë, puis ensuite on dira si c'est une grippe ou autre chose. Donc voilà, il y a des grippes tout le temps. Mars 2020, on décide qu'on met les infections respiratoires aiguës, et oh, la grippe a disparu, dis donc. Oh, incroyable. Maintenant, quand on est malade, on a le Covid. On n'a plus la grippe. Alors ça réapparaît après, pourquoi? Parce que là, vous vous rendez compte qu'en 2020, à l'automne 2021, on va dire, prenons l'automne 2020, quand une personne voit son médecin à l'hiver parce qu'elle est malade, le médecin vient juste de la vacciner contre la grippe aussi. Bon. Donc là, fatalement, le médecin voit le petit vieux qui vient de vacciner contre la grippe et qui est malade, il dit, bah non, là je viens de te vacciner contre la grippe, du coup, là t'es malade, c'est que c'est le Covid. Hein. Hein. C'est comme ça qu'un médecin, ça marche aussi. L'année d'après, le même petit vieux qui avait les mêmes symptômes, le médecin vient de le vacciner contre le Covid. Là, il est emmerdé, il a encore des symptômes. Mais du coup, c'est le retour de la grippe. Voilà. Ben ça y est, voilà, vous avez compris les statistiques, ça marche comme ça. La seule chose que je vais vous dire sur les vaccins, c'est que dans toutes mes conférences, il y a plein de gens qui sont vaccinés. Hein, moi, j'en côtoie. Dans ma famille, quasiment tout le monde est vacciné. Donc j'en parle assez librement. En revanche, je n'ai jamais connu personne qui a su me dire pourquoi elle s'était vaccinée. Quelle est la raison scientifique qui fait qu'on se vaccine? Donc ça a été dit tout à l'heure, il y a le François Braun qui a dit c'est pour protéger les autres. Pfizer a dit non, c'était pas dans l'étude.
Alors, qu'est-ce qu'ont promis Pfizer et Moderna? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés avec leur vaccin? Ils ont dit on a un vaccin qui marche. C'est quoi leur argument? Et c'est des formes graves? Non, même pas. Pfizer, vous prenez l'étude de Pfizer, il n'y a pas de forme grave dedans. Hein. Ils disent c'est pas significatif, on n'en trouve pas. Bon. C'est même pas symptomatique. Les deux études sont basées uniquement sur les tests. Quand vous vous vaccinez, vous ne vaccinez pas pour être moins malade, puisque la maladie ne fait pas partie du protocole de test. La seule chose qu'ils utilisent sont les tests Covid. Donc vous vous vaccinez pour avoir des tests négatifs. Ou plutôt, vous vous vaccinez uniquement pour avoir moins de tests positifs. C'est la seule chose qu'ont promis les fabricants de vaccins, pas que vous serez moins malade. Si vous crevez par terre la bouche ouverte, c'est une action positive du vaccin du moment que vous n'avez pas un test positif. C'est le test positif qui compte, c'est tout. Je termine là-dessus. Et les tests positifs, comment ils ont fait pour faire une étude qui marchait, Pfizer et Moderna? C'est très simple. Eh bien, ils ont pris des gens qu'ils ont vaccinés, des gens à qui ils ont donné un placebo, et ils se sont démerdés pour tester beaucoup plus souvent les gens qui avaient pris le placebo que les vaccinés. Quand vous testez beaucoup plus souvent ceux qui ont un placebo, vous allez trouver plus souvent des tests positifs. Et comme on ne divise pas par le nombre de tests qu'on a fait, eh ben on donne l'illusion que le vaccin marche. Cette escroquerie a été mise en place dans tous les pays qui ont vacciné massivement, avec le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, puisqu'il y avait un pass sanitaire. Pourquoi? Parce que les non-vaccinés devaient se tester beaucoup plus souvent que les vaccinés. Je vous montre juste ce graphique, et c'est ma dernière slide, que vous trouvez sur le site Vaccimpact de Guillaume Rosier. Donc c'est pas un complotiste, hein, Guillaume Rosier, il a été décoré de l'ordre du mérite par Emmanuel Macron. Et ce graphique-là, en un seul graphique, il montre que tout ce qui a été raconté est entièrement bidon, en un seul graphique. Les tests, comme ensuite l'efficacité dont on a parlé. Comment dit ce graphique, très rapidement? Eh bien, vous avez le taux de positivité des gens selon leur statut vacciné. Les non-vaccinés sont en orange, les vaccinés de dose dont on va parler sont en bleu. Que se passe-t-il? Donc vous vous rappelez, passe sanitaire qui se met en place en juillet 2021. Passe 17 juillet ici. À partir de cette date, les Français qui sont en vacances et qui ne sont pas vaccinés, eh ben, ils sont embêtés parce que pour accéder au parking, au restaurant, à la piscine, etc., ils doivent se tester tout le temps. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se testent. S'ils se testent, il y a des tests positifs. Et donc on se retrouve avec une flambée de la 4e vague Covid en plein mois de juillet. Vous avez déjà entendu parler des épidémies de rhume, de grippe de plein mois de juillet? Non. Donc il n'y a aucun symptôme nulle part, mais il y a une flambée de tests positifs puisqu'on teste tout le monde. Alors les gens qui n'ont eu qu'une seule dose, aussi ils se retrouvent positifs aussi, hein, parce que ils ne sont pas protégés puisqu'ils n'ont qu'une dose, donc ils ont aussi des tests positifs. Et il n'y a que ceux qui ont 2 doses, là les bleus foncés, qui eux sont quasiment pas positifs. Bon, il y a quand même des gens qui se testent et qui ont 2 doses parce que le vaccin protège, mais il faut se tester quand même parce qu'il ne protège pas, mais il va peut-être protéger les autres. Bref. Du coup, là, il y a une belle bosse, et cette bosse-là, elle redescend une date extrêmement précise, qui est le... Pas tout à fait. À quelle date? C'est quand le pic des vacances chez les Français? C'est le 15 août, voilà. Donc là, pile au 15 août, les Français rentrent en vacances, donc le Covid aussi, hors de vacances. Du coup, ils se testent moins, et ça diminue, parce que ils ont moins besoin de se tester. Point. Au mois de septembre, les gens ne vont pas trop au resto, tout ça, donc il n'y a que les gens en obligation qui se testent. Pardon, je vous mets ça. Donc il ne se passe rien. Vague suivante, c'est pas du tout une vague de malades, c'est la nouvelle prérogative du ministre de la Santé qui dit à partir de maintenant, retour de la Toussaint, tous les collégiens doivent se tester tous les jours. Et les collégiens ne sont pas vaccinés. Et donc ça, fatalement, si les collégiens se testent tous les jours, moi je l'ai vécu, je suis parent de collégien à cette date-là, et du coup j'ai appris à mon fils comment on faisait un test, à la question « t'es-tu testé ?» tu réponds « oui », et « t'es négatif ?» tu réponds « oui ». Voilà, c'est un test négatif. Bon, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une flambée de tests positifs. Point. Chez les collégiens. Bon, il y a quand même des parents qui voient leur fils qui le testent tous les jours, et quand il y a un dispositif, ah merde, tu nous as encore ramené un truc, et du coup ils se testent aussi, ils sont positifs tout pareil avec leur vaccin. Bref, c'était juste moins souvent. Et là, il y a une date magnifique ici, qui est la date où le ministre de la Santé a dit, décidément les Français vous faites chier, j'ai encore plein de vaccins à vendre. Non, c'est pas ça, pardon. Il a dit, la science m'a dit que le vaccin ne protégeait que 6 mois, donc vous, qui n'avez que 2 doses, vous n'êtes plus protégés, vous devez en faire une 3e.
Et donc là, il y a tout un tas de Français pour qui les 2 premiers vaccins se sont bien passés, et tant mieux pour eux. Il y a aussi tout un tas de Français qui ont été sévèrement cognés quand même par le premier ou le deuxième vaccin et qui n'ont pas très envie. Ils n'ont tellement pas envie que les vaccinés 2 doses, au lieu de se ruer vers la 3e dose sûre et efficace, ils se ruent sur les tests, de façon à avoir un test positif. Et ils se ruent tellement sur les tests que là en bleu, les vaccinés 2 doses deviennent encore plus positifs que les non vaccinés. Ils ne sont pas obligés pour l'instant, mais ils y vont, tellement ils ne veulent pas être vaccinés. Donc ils sont encore plus positifs. Ce qui fait qu'en termes de communication gouvernementale, quand vous avez des vaccinés 2 doses qui sont encore plus positifs que les non vaccinés, ça pose des problèmes quand même, de justifier une obligation vaccinale. Du coup, ils ont dit oui, bon ok, les 2 doses sont moins bien protégées que les 0 doses, mais pour être parfaitement protégées, c'est parce qu'il faut en faire 3. Ah. Très bien. Alors du coup, moi j'ai écrit au gouvernement à l'époque, j'ai dit bonjour monsieur le gouvernement, je suis embêté parce que moi j'ai pas de dose. Du coup, comment que je fais pour faire la 3e surefficace d'abord? Et là, j'ai pas eu de réponse. Bon, et la fin de l'escroquerie statistique de l'efficacité tombe à une date précise, où quand la date arrive, moi je dis c'est terminé, la partie Covid c'est fini, on n'entendra plus parler, ça va se terminer. C'est le jour même de la fin du pass sanitaire, qui est ici, en mars 2022, et à la date pile, toutes les courbes s'inversent. Auparavant, vous aviez les non-vaccinés qui étaient plus souvent positifs parce que plus souvent testés, et c'était dans l'ordre, on va dire, dose 0, 1, 2, 3. Vous arrêtez le pass sanitaire, les courbes s'inversent. C'est-à-dire que les non-vaccinés deviennent moins souvent positifs parce qu'ils sont plus obligés de se tester. Des gens qui se testent un peu plus que eux parce qu'ils ont plus peur, ce sont les vaccinés 2 doses. Il faut dire que pour eux, les tests sont gratuits et qu'en plus, tout test positif emmène 15 jours d'arrêt maladie sans pénalité, c'est-à-dire 100 jours de carence. C'est 15 jours de vacances pour un petit test. Et les plus positifs du tas, ceux qui sont les plus positifs en France, ça devient les vaccinés 3 doses. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça correspond à un mécanisme d'ordre psychosocial extrêmement bien documenté qui s'appelle la trouille. Et que plus on a peur, et plus on fait de tests, et plus on se vaccine. Et donc, plus on se vaccine, et plus on a de tests positifs, parce que plus on fait de tests. Point. Et donc, tout ce qu'on a raconté sur l'efficacité vaccinale est une escroquerie basée sur les tests, qui sont eux-mêmes une escroquerie de choses qu'on veut raconter sur la maladie, qui n'en est pas une, et ce n'est pas scientifique. Merci, j'ai un peu les potes. Là, on va passer la parole à Frédéric. Avant, je voulais demander à mes copains-copines d'Attaque lèvent la main pour que vous sachiez que je ne suis pas tout seul à organiser ça, loin de là. Voilà. Sabotage. Bon. Pierre a dit effectivement beaucoup de choses. Moi, je voulais vous faire le récit de cet article du Monde Diplo qui est sorti en février 2024, voilà, qui m'a valu énormément de reconnaissance de la part des soignants suspendus, mais qui m'a valu aussi ce qu'on appelle maintenant les shitstorms, les tempêtes de merde, si on traduit en bon français, voilà. Qui m'a valu donc, par exemple, dans mon institution, je fais partie de l'école des hautes études en santé publique. J'ai pas été convoqué, on m'a pas proposé de faire un seul séminaire sur une enquête d'1 an sur les soignants suspendus. C'est ça aussi, d'abord, que j'aimerais dire, c'est que je trouve incroyable, et c'est pour ça que je trouve que le travail de Pierre est remarquable, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit des mavericks, des saumons, si vous voulez, qui vont à contre-courant, et qui, en quelque sorte, posent des questions toutes bêtes. Alors, je vais vous le dire tout de suite, d'emblée, je ne suis ni complotiste, ni anti-vax, ni rien de tout ça. J'ai milité pendant
Ça fait 20 ans que je travaille sur les questions de politique de santé et de politique de santé publique en particulier. J'ai signé des tribunes sur les vaccins hexavalents, dans Le Monde, dans l'IB, dans tout ce que vous voulez. Voilà. Donc quand arrive l'épidémie de Covid, je ne suis pas du tout aux abois, les pouvoirs publics nous mentent. Voilà, j'étais pas vraiment du tout dans cette optique-là. J'ai été vacciné 2 doses, Pierre, je dois l'avouer. Hein, voilà, j'ai été vacciné 2 doses parce que je voulais continuer à avoir une vie normale. Hein. Et alors comment j'en suis venu à cette histoire finalement parce que l'histoire que raconte Pierre est tellement grosse qu'on a du mal à y croire quand même. Hein. C'est vrai que moi quand j'ai lu l'ouvrage de Pierre, je me suis dit quand même c'est un peu énorme cette affaire. Il a mentionné quelque chose dans sa présentation qui est très importante, c'est quand il a fait la carte de France avec les régions les plus touchées. Et il me semble qu'il y a un petit milieu parisien, médical, politique, technocratique, qui s'est excité très très vite, et médiatique, qui s'est excité très très vite, en extrapolant indûment à l'ensemble de la France ce qui se passait en Île-de-France, ou dans le Grand Est. Il ne faut pas mettre ça de côté dans l'entre-soi. Hein. Il y a un entre-soi, c'est tout petit Paris. Hein. Moi, j'ai fréquenté l'élite médicale, alors autant vous dire que maintenant, hein, c'est terminé. Là, ils se sont vaccinés contre moi, ils ont produit un anticorps, et ils m'ont rejeté en termes de système immunitaire. Alors, moi, j'en suis venu parce que j'ai étudié les politiques de santé depuis 25 ans maintenant, par le haut, c'est-à-dire ceux qui font les politiques publiques, donc c'est-à-dire les décideurs politiques, technocratiques, les experts. Donc, et je me suis particulièrement intéressé notamment au renouveau de la surveillance épidémiologique en France à compter des années 90-2000. Et puis, ça c'est ma casquette de politiste, de chercheur en sciences politiques. Et puis je me suis un peu lassé en fait. Alors, il faut le dire quand même, hein, en haut, ils s'attendaient, et il y a un effet d'attente assez étrange. Il y a eu un effet d'attente depuis les années 2000. Je suis allé aux États-Unis dans la mecque de la santé publique qui s'appelle les Centers for Disease Control. Et ils attendent le retour, ils attendent depuis le début des années 2000 de The Big One, ce qu'ils appellent The Big One, c'est-à-dire le retour. Alors ils attendaient plutôt un variant grippal type H1N1, ce qui nous a valu la réaction de 2009 avec les vaccinodromes vides. Donc il y avait un horizon d'attente dans ce milieu de la santé publique qui en fait se disait ça va se produire. Alors pas de bol, après 2009 on avait désarmé l'état sanitaire, et ça nous a valu l'entrée qu'on peut dire gaguesque, si ça n'était pas si dramatique, dans la pandémie. Hein, des gens qu'on envoie au front, dits pandémiques, sans masque, sans surblouse, sans rien, et je vais y revenir sur les soignantes suspendues, elles n'avaient pas la mémoire courte. Voilà. Celles qu'on voyait dans les services hospitaliers, c'était pas l'administration, c'était pas les directeurs d'hosto, c'était même pas les urgentistes comme, allez je le cite, je vais être méchant, j'ai envie d'être méchant ce soir, Mathias Vargon, parce qu'il m'a tellement pourri sur X, que lui je me lâche, voilà, vraiment. Hein, le monsieur Vargon, hein, l'époux de... Hein, donc on est d'accord hein, sur ça, et qui était un des plus acharnés, mais même un ami comme André Grimaldi, avec qui j'ai écrit des livres, jusqu'en 2020, hein, avant que je tombe dans l'extrême droititude. Hein, comme ça m'a pris en me levant. Une raideur du bras droit. Bon. Je me suis fâché parce que c'est des ayatollahs du vaccin, en fait. Voilà. C'est-à-dire, vous savez, c'est toujours cette image qu'on emploie. Il y a des gens, quand ils ont un marteau, ils voient des clous partout. Eux,
parce que le vaccin, ça n'existe pas. Il y a des vaccins. C'est ça la réalité scientifique. Avec des efficacités inégales en termes de protection, en termes d'empêchement de transmission, etc. Bon, voilà. Donc il y a des vaccins, il n'y a pas un vaccin. Alors quand on entend les médecins, c'est ce qu'on appelle l'idéologie scientifique, c'est-à-dire il y aurait le vaccin. C'est-à-dire tous les vaccins ressembleraient à celui de Pasteur contre la rage. Vous voyez? Alors c'est pas vrai en fait. Bon. Ce que n'a pas dit Pierre, c'est que des sommités internationales disent la même chose que lui dès mars 2020 ou avril 2020. Je pense par exemple à quelqu'un qui est quand même un des hommes les plus reconnus et un des scientifiques les plus cités au monde, qui s'appelle John Ioannidis, qui est professeur de médecine à Stanford et épidémiologiste, qui dit on est en train de surréagir à une menace mal évaluée. Et il dira en 2021, on est en train de, non seulement on a surestimé la menace, mais on est en train de surestimer l'efficacité d'un vaccin qui a été évalué à la va-vite. Voilà. Un autre, je vous en cite un deuxième qui m'a beaucoup servi, qui s'appelle Peter Gottsche, qui est de la fondation Cochrane, c'est-à-dire une fondation qui est indépendante de l'industrie pharmaceutique, et qui a dit « Attention, on est en train de faire n'importe quoi ». Donc, il ne faut pas croire que ces quelques complotistes français passés rouge-brun, hein, c'est des sommités internationales qui disaient la même chose. Par exemple, je prends l'exemple sur la létalité, Pierre parlait de la très faible létalité avant 65 ans. On avait déjà l'étude Diamond Princess, et donc déjà l'équipe de John Ioannidis avait mis en évidence un gradient de létalité du Covid qui faisait que, en fait, dès le départ, on aurait dû penser qu'il fallait vacciner les plus fragiles, les plus âgés, mais certainement pas les gens de moins de 50 ans ou les gens de moins de 60 ans. Voilà. Et ça, on le savait, parce que j'ai refait une étude très précise, une chronologie très précise de tout ça. Hein. Dès mars 2020, il y a des gens qui disent on est peut-être en train de surréagir. Alors, je vous dis ça parce que je pense qu'il y a eu une surréaction qui a percuté ce qu'on appelle une impréparation. C'est-à-dire qu'effectivement, le système de santé, on l'a, au cours de la décennie austéritaire post-crack 2008, entre 2010 et 2020, si vous voulez, ça a été, on a serré les vis, les boulons, et on a économisé, on a gratté les fonds de tiroir partout où on pouvait les gratter dans le système de santé. D'accord ? Moi, François Bourdillon, qui était un ancien ami, qui était directeur de Santé publique France, bon, maintenant on n'est plus amis, hein, ça va remarquer, non plus. Bon, il a dit, quand je suis descendu voir les stocks de masques stratégiques, il dit, il y avait des rats qui couraient dans les cartons. Bon, donc c'est assez étonnant ce mélange qu'il y a eu d'attente du retour d'une pandémie, et je dirais on est presque dans la prophétie autoréalisatrice, en fait, dans cette affaire. Donc il fallait que ça arrive, mais on a tout fait pour ne pas être capable d'y faire face de façon, et c'est là ce sur quoi j'aimerais insister, pour respecter le minimum de l'état de droit. Parce que moi, c'est ça qui me choque dans cette affaire. C'est que depuis 2015, et des juristes s'en inquiètent, depuis 2015 et les attentats terroristes, nous allons d'état d'urgence en état d'exception. Et François Sureau, qui est un ex-avocat et magistrat, ex-macroniste, parce que lui aussi va avoir de plus en plus d'ex-copains, disait
nous sommes habitués à vivre sans la liberté. Nous nous sommes habitués à vivre sans la liberté. Et je vous disais au début de mon intervention que j'étais juriste de formation, j'ai une maîtrise de droit public, j'ai enseigné le droit public, j'ai enseigné le droit constitutionnel dans les facs. Comptez de 1997, vous voyez, ça ne rajeunit pas. Et je ne peux que constater le détricotage de l'état de droit, des libertés privées et des libertés publiques. Et c'est particulièrement inquiétant, et ça s'est évidemment accéléré avec la pandémie de Covid-19. Où alors là, tous les verrous, tous les garde-fous juridiques ont sauté. Alors, si je reviens sur... parce qu'au même moment, moi, je menais des enquêtes, et je vais y revenir, des enquêtes par le bas à l'assistance publique des hôpitaux de Paris sur la dégradation des conditions de travail des soignants, sur la montée des mécontentements des soignants. Parce que c'est très important pour comprendre ce qui va se passer avec les suspendus. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'en pouvaient plus. Hein? Gel du point d'indice, travailler plus pour gagner moins, dans des conditions de plus en plus dégueulasses. Voilà. Et donc, une vraie crise de confiance entre les soignants de terrain et, je dirais, les institutions politiques, administratives, et même les sommités médicales. Et il me semblait, c'est pour ça que je me suis intéressé à cette question, en fait, il y a eu un appel à projet, un truc de fou. Il y a eu un appel à projet avec de la Maison des sciences de l'homme des Hauts-de-France, richement dotée, de 8 000 €, richement dotée, pour faire une enquête sur les soignants suspendus. Nous, on a fait un projet avec Yvon Saint-Sauvieux, et on a proposé, on a dit, parce qu'on était un peu ulcérés par ce qui était en train d'arriver aux soignants suspendus. Et notamment, on était ulcérés par la loi du 5 août 2021. Voilà. Qui est un droit, et cette loi est une loi qui remet en cause les fondamentaux du droit de la fonction publique. Et le concept, pourquoi? Parce que le droit, je dirais, ordinaire de la fonction publique, c'est qu'un soignant, s'il est suspendu, il l'est pendant 4 ans, 4 mois, avec maintien du traitement. D'accord? Avant de passer devant un conseil de discipline. La loi du 5 août 2021 fait sauter ce verrou juridique. Et le Conseil d'État, dont le vice-président est un ancien ami, j'ai vraiment pas de bol avec mes potes, hein, vous l'avez remarqué quand même, qui s'appelle Didier Tabuteau, qui est toujours vice-président du Conseil d'État, n'a pas trouvé cette loi disproportionnée par rapport à la menace. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on suspend le droit ordinaire de la fonction publique, on met des gens dans des souricières, hein, c'est entre deux mondes, on met sans traitement, sans droit aux minima sociaux, sans droit d'exercer une activité professionnelle, etc. Enfin, vraiment, au piquet. Allez, tu vas mettre tes mains, tu mets ton bonnet d'âne, tu mets tes mains derrière la tête et tu vas au piquet, quoi. Et c'est une mort économique, sociale, familiale, amicale. À quoi ont été condamnées ces soignantes, ces soignants, parce que je dis les soignantes parce que c'est 95% de femmes quand même, hein, parce que le refus de la suspension touchait évidemment ceux qui connaissaient une plus grave dégradation des conditions de travail, c'est-à-dire les infirmières et les aides-soignantes. Donc c'est une loi, je dirais, genrée, traitement spécial. Là, on ne les a pas entendus, les féministes. C'est étonnant, mais bon, je dis ça comme ça, en passant. Petit pic. Donc, le 22 juillet, je crois que c'est le 22 juillet, on écrit dans Marianne une tribune avec Saint-Sauvieux, le 18 juillet. Ah, c'est la Saint-Frédéric. Je suis obligé de... Bon.
Le 18 juillet 2022, on dit bon, il faut réintégrer les soignants suspendus, vu l'état des connaissances que l'on a. Je rappelle quand même, parce qu'on nous traite de complotistes, mais moi ça me gonfle, vraiment. Parce que, est-ce qu'on a traité de complotiste Jean-François Delfrécy, qui en janvier 2022, le 28 janvier 2022, Jean-François Delfrécy, président du conseil scientifique, nommé ad hoc, intuitu personae par Macron, président du CCN, Conseil consultatif national d'éthique. Il dit c'est des vaccins d'un type un peu particulier, c'est des vaccins médicaments, et vous avez après un grand pharmacologue français, une sommité aussi, qui dit dans le même article que tout vaccin est un médicament, ce qui est vrai, mais qui enlève, le vaccin Covid a pour principal défaut d'empêcher, ne casse pas les chaînes de transmission. Le 28 janvier 2022, je rappelle que le début des suspensions des soignants suspendus, c'est effectif, c'est à partir du 15 septembre 2021. Là où le variant Delta était encore, alors on pourrait discuter avec Pierre, là où le variant, en tout cas dans le récit, le narratif, on dit le narratif, le narratif, c'était, il y avait le variant Delta, ça allait diviser par 12, d'ailleurs, il y a eu un avis de la Haute Autorité de Santé en ce sens. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais on savait dès 2022, janvier 2022, que, en fait, ce vaccin était une ligne Maginot. C'est-à-dire, ça ne cassait pas les chaînes de transmission. C'est pas moi qui le dis, c'est le président du conseil scientifique près de Macron. Donc, là, je vais creuser, je vais regarder la littérature internationale, j'en ai 3 caisses. Alors, chez Pierre doit en avoir beaucoup plus que moi, des articles scientifiques internationaux, etc., qui évaluaient en fait, en gros, la capacité à casser les chaînes de transmission du vaccin en 2021 d'environ 20%. Alors, c'est lui le statisticien, moi je ne suis que le sociologue. Ça n'empêche pas un Grimaldi de dire que, par exemple, le vaccin casse les chaînes de transmission à 50%. D'où sort ce chiffre? D'où sort ce chiffre? Personne ne le sait. Alors, Omicron devient le variant dominant en 2022, janvier 2022, fin 2021, janvier 2022. Alors là, l'efficacité du vaccin chute drastiquement, notamment pour casser les chaînes de transmission. Bon. Et donc c'est pour ça qu'on écrit cette tribune du 18 juillet 2022 dans Marianne en disant « Il n'y a plus aucune raison de suspendre les soignants. » Voilà. Il n'y a plus aucune raison. Et c'est cet acharnement qui m'a beaucoup choqué, qui m'a beaucoup travaillé en fait, et qui m'a décidé à faire une enquête au long cours en 2022, qui m'a beaucoup coûté personnellement, parce que franchement, ce que j'ai entendu pendant 1 an, ce que j'ai lu et entendu pendant 1 an, franchement, il y a de quoi sauter par la fenêtre après. C'est-à-dire que j'ai parlé à des soignantes, 80 soignantes suspendues, qui racontaient dans le détail ce qu'était devenu leur vie après la suspension. C'est dramatique. Parce que c'est pas seulement des soignantes qu'on a suspendues, c'est des familles qu'on a détruites. C'est des réseaux amicaux qu'on a détruits. Je me souviens, alors il y a quelques médecins, petite anecdote qui va vous faire peut-être rire, sourire. Il y a un médecin de soins palliatifs, lui il n'a jamais adhéré 10 minutes, ok. Il était un peu dubitatif par rapport au narratif. Il a dit, depuis que je suis tout petit, j'avais un rêve, c'était de conduire des camions de chantier. Le mec, il était chef de service de soins palliatifs. Vous savez ce qu'il a fait? Il a démissionné
Et il a passé son permis. Et il a dit, j'ai réalisé mon rêve de gosse. Bon, ça, c'est la face lumineuse, si vous voulez, de ça. Mais la réalité, c'est des familles brisées, des tensions familiales, des tensions amicales, des gens qui ont perdu leur maison, achetée à crédit. Ben oui, plus de moyens, voilà. Des tensions amicales parce qu'on allait dormir chez les amis, mais c'est pas facile de recevoir chez les amis, enfin pour les amis, des familles entières. Des gamins qui ont dormi dans des voitures. Des gamins qui ont dormi dans des voitures avec leur mère. Et donc une espèce d'indifférence, je veux dire, des pouvoirs publics, comme si c'était des moins que rien, enfin ça ne comptait pas, ces existences étaient misérables. Alors, l'extrême droitier que je suis a repensé à la phrase de Macron, hein, on croise dans les gares des gens importants, puis des gens qui ne sont rien. Eux, c'était des gens qui n'étaient rien. Voilà, des variables d'ajustement. Et alors, ce qui m'a mis particulièrement en colère dans cette affaire, c'est que j'entends en décembre 2022 André Grimaldi, mon ex-ami, face à Mathias Wargon, ma vedette, je l'aime tellement lui. Hein, cette espèce de côté bourgeadon, hein, et pas une miette de science sur lui, quoi. Mais alors que de la certitude. Bon. Et de dire en décembre 2022 sur le plateau de BFM TV, donc un média de référence, hein, scientifique, je veux dire, bon, de dire il ne faut pas les réintégrer parce qu'ils ne sont pas réintégrables. Alors là, c'est incroyable. Vous pénalisez des gens, vous fabriquez des déviants, vous les mettez dans la merde, et après vous dites, vous mobilisez bien tout le monde à l'hôpital pour dire regardez, ils vous ont trahi, ils sont partis, ils ont déserté le vaisseau hôpital, etc. Et on dit après, ils ne sont pas réintégrables. Mais de qui se moque-t-on? Je veux dire, de qui se moque-t-on? De toute façon, c'est simple, 15 septembre 2021, si vous ajoutez 4 mois, à partir de janvier 2022, si on se fie à Delfrécy, il fallait les réintégrer. Donc il n'y avait aucune raison de faire une dérogation aux droits de la fonction publique. Aucune raison, hormis, et c'est pour moi l'analogie historique qui me vient, c'est l'idée de 1917 avec les lutins. Il fallait faire des exemples. Voilà, il fallait faire des exemples. C'est-à-dire des gens qui, on disait, non éthiques, anti-vax, complotistes. Alors, rappelez quand même que les soignants sont souvent plus à jour de leur vaccination standard, enfin obligatoire, que les autres. Ils sont même vaccinés contre l'hépatite B, etc., etc. Donc ça n'avait strictement aucun sens. J'en viens, et je finis là-dessus, sur l'article du Monde Diplôme. Alors, ça a attiré quand même un moment mon enquête, je ne sais pas pourquoi. Des gens lui vendent mon enquête. Alors, il se trouvait que j'étais dans certaines institutions officielles. Donc, dit, tiens, il y a un sociologue qui est en train de bosser sur les soignants suspendus, qui est en train de recueillir leurs témoignages, donc 80 témoignages oraux, 450 témoignages écrits, collecte de tous les témoignages auto-édités, ethnographie, bon, ce que fait un sociologue, hein, il va s'intéresser au grain et à la chair humaine de ces décisions et de leurs conséquences. Bon. Et puis, eh bien, Libération m'appelle, et alors là, j'ai été étonné que Libération m'appelle, fait une interview avec moi, alors je ne sais plus, j'ai plus la date exactement, bon, et publie l'interview. Alors ça m'a sidéré, avec des paroles de suspendu. Le Monde arrive après. La journaliste, super intéressée, ouais, quand même, c'est quand même intéressant d'avoir le vécu de ces soignants qui sont restés 606 jours dans un no man's land. Bon, la journaliste hyper intéressée, ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Je vous raconte ça parce que ça montre comment se crée le débat public.
Voilà. Donc elle me demande, mais vous avez des suspendus qui accepteraient de témoigner? Ben, j'ai dit oui, je peux vous en fournir plein, hein, j'en ai plein mes mails, hein, si vous voulez. Donc voilà. Elle appelle ces suspendus. Censure de la rédaction en chef. L'article ne paraîtra jamais. Oh la vache. L'article ne paraîtra jamais. Comme si ces gens étaient devenus, oui, des sans-voix, des parias et des sans-voix. Mais il se trouve que le monde diplomatique, donc Journal Rouge-Brun, hein, entre Rivarol et Minute, et je suis partout, hein, m'appelle et me dit quand même, on a lu ton papier dans Libération, c'est quand même vachement intéressant, parce qu'on n'a jamais entendu finalement ce qu'était devenu concrètement la vie de ces gens suspendus. Et c'est un peu le rôle du journalisme, que d'en rendre compte. Voilà. Et donc, ça m'a valu. Donc, j'ai écrit cet article en février. Il est sorti en février 2024. Et ce qui m'a frappé derrière ça, c'est qu'on n'a retenu aucune leçon de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça a été le shitstorm, encore une fois, la tempête de merde. Mathias Vargon en tête. Hein, toujours le même, mais des médecins, etc. Et ce qui m'a frappé, comme je ne répondais pas sur les réseaux sociaux, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est des égouts à ciel ouvert. Hein, et ceux qui s'y ébrouent, souvent, bon, ils valent pas mieux. Hein. Bon, mais j'ai été frappé par la faiblesse des réponses que Pierre soulève, que Laurent Mucchielli a soulevé, que moi j'ai soulevé. Est-ce qu'il n'y avait pas une disproportion entre le droit de la fonction, entre la menace réelle du Covid et ce qu'on a fait subir à ces soignantes? Bon, on soulevait ces questions-là, des questions qui méritaient un débat démocratique. Mais je pourrais prendre aussi, par exemple, Barbara Stiegler et François Alla. François Alla, complotiste notoire, puisqu'il a été directeur du Haut Conseil de la Santé publique. Vous voyez? Bon, et bien ils se sont fait traîner dans la boue dans AOC. Et ce qui me frappe, et je finis là-dessus, c'est que c'est à quel point ils n'ont pas envie qu'on ouvre la boîte noire. C'est-à-dire qu'ils ont refermé le couvercle, et surtout, alors Jean-François Delfraissy, qui est le plus honnête homme de cette affaire, a présidé le CCNE, le Conseil consultatif national éthique, qui a rendu un avis le 13 juillet 2023, que je vous conseille d'aller lire, qui est, à mon avis, l'écrit public le plus honnête qui ait été fait sur la gestion de la pandémie. Une gestion punitive, infantilisante, et faite, pétrie d'atteintes aux droits fondamentaux des citoyens dans une démocratie. Voilà. Et il y a même une note dissidente dans l'avis du CCNE qui va encore plus loin dans la critique de la gestion de la pandémie. Mais à part ça, circuler, il n'y a rien à voir. Dans quelle démocratie on met pendant 2 ans une société sous cloche, on limite la liberté de circulation, passe sanitaire, etc. et j'en passe, et on ne fait pas de retex, comme ils disent, de retour d'expérience. C'est quand même incroyable. Alors, moi, j'ai été auditionné, je dois l'avouer, par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, au moment de la réintégration, et par le CCNE. Mais c'est tout. Alors qu'il y aurait dû y avoir une commission parlementaire, on aurait dû, au lieu de faire de Pierre, de Laurent, de moi, des parias, enfin, moi, moins qu'eux, hein, parce qu'eux, ils ont pris cher. Ils ont vraiment pris cher. Mais, parce que moi, ils savaient que j'étais quand même de gauche, quoi. Ils se disaient quand même, le mec, il est bizarre, quoi. Bon, mais, à part ces traders du bras droit. Donc, la question, c'est celle-là, c'est pourquoi une démocratie, on le voit bien ici, avec Attac qui n'a pas donné
Enfin, c'est un groupe dissident d'attaque, si j'ai bien compris. Hein renégat, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, pourquoi on ne peut pas, une démocratie ne peut pas regarder en face, ne serait-ce que pour affronter une prochaine pandémie qui arrivera de toute façon. Pourquoi on ne peut pas la regarder en face et dire, comme Jean-François Delfraissy, nous avons beaucoup de regrets, nous avons fait des erreurs. Eh bien, le minimum, c'est de recenser les erreurs, quoi, et de tirer les leçons des regrets. Voilà, merci beaucoup.